l'ai rencontrée, puis on a tombé en amour. Elle est venue dire « j'ai menti à la cour, j'ai inventé cette histoire-là ». Puis elle s'est dirigée pour me le poignarder dans le dos. Ça, c'est assez frappant quand même. Je suis supposé être accusé De violence. sur une femme. C'est pour ça que notre système est aussi sévère que le hors de tout doute raisonnable. Je suis François-David Bernier, bienvenue à La Firme. Aujourd'hui, on a un sujet qui est assez controversé par moments. Quelqu'un qui est accusé faussement. Et dans ce dossier, c'est en matière conjugale. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est M. Pierre Turbide qui a été accusé 3 fois par la même personne. La première fois, durant le procès. La deuxième fois, on laisse aller les accusations. Mais la troisième fois, il fait 4 mois de prison dans des conditions très difficiles. Donc, on va analyser tout ça. On va l'écouter. Je suis avec mon équipe. Maître David Brassard, bonjour. Bonjour. Maître Camille Côté, bienvenue à l'émission. Bonjour. Donc, on écoute Pierre Turbide et qu'est-ce qu'il a vécu, qui est assez dramatique, qui a chamboulé sa vie. Ça a commencé en 2002. J'ai rencontré cette personne-là et puis je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Puis, quand je l'ai rencontrée, vous allez dire c'est un peu vite, mais en tout cas, c'est arrivé comme ça. Je l'ai rencontrée, puis on a tombé en amour. Ça n'a pas été long qu'on a tombé en amour, puis... Et vous tombez en amour avec cette personne-là. Oui. Et là, vous êtes en couple. Oui. Et il y a un moment donné que ça dégénère. Oui. Au bout de 6 mois, je vous conterai, on était dans une période de séparation. Parce que là, on voyait bien que notre coup de foudre n'était plus là, puis que là, moi, je m'en allais. Même qu'on avait appelé la police, parce que moi, j'étais là avec ma mère, puis on avait appelé la police pour pas qu'il y ait de problème, OK? Puis, la police qui était là me disait, allez-y, M. Turbide, vous avez X temps pour sortir votre affaire, Puis elle a saisi un couteau, gros couteau à steak de cuisinier. Puis elle s'est dirigée pour me le poignarder dans le dos. Mais le policier qui avait une veste antiballe, lui, il s'est mis entre nos deux. Mais moi, je voyais rien parce que ça se passait tout dans mon dos. Puis là, c'est là que le policier m'a dit, « Monsieur Turbide, il n'y a plus de problème, on la met en arrestation. » J'ai dit, « Pourquoi? » Parce qu'elle avait essayé de me poignarder. Autrement dit, elle avait essayé de me tuer. Mais... Elle a commencé comme ça. Et là, elle est accusée d'avoir tenté, d'avoir poignardé le policier. Oui, mais ils ne se sont pas présentés. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne se sont pas présentés en cours. Puis, en rendu en cours, c'était plus comme une tentative de meurtre, c'était une attaque à l'arme blanche. OK? Agresser quelqu'un avec une arme blanche. Et par la suite, là, votre relation continue OK. avec cette personne. Oui, mais elle est arrêtée, elle est jugée, condamnée, puis elle a pogné 1 an de prison, puis elle a fait 3 mois de prison. Fait qu'elle a fait ça. Puis là, c'est là que j'ai appris qu'elle avait des problèmes de santé mentale, qu'elle était médicamentée. Puis c'est là que j'ai aussi allumé, parce que là, peut-être aussi, il y a du monde qui dirait, « Monsieur, vous auriez dû la laisser avant, puis tout, vous avez bien dû voir des signes. » Non, excusez-moi, mais non. J'ai pas vu de signes. Encore là, il y a du monde qui m'ont dit, « Oui, mais pourquoi tu ne l'as pas laissé tout de suite après cet événement-là? » Moi, comme je vous ai dit au départ, je ne savais pas que l'événement qui venait de se passer avait rapport avec la similitude avec des gestes de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Je ne savais pas qu'elle était... Je comprends. Mais vous restez en relation. À quel moment elle vous accuse d'avoir été violent pour la première fois? Précisément le moment, je ne peux pas vous dire. Dans l'espace-temps, là, Mais elle vous a accusé, je comprends bien, 3 fois. 2 fois,
vous êtes retrouvés devant les tribunaux et elle a avoué au tribunal qu'elle avait menti. Qu'elle avait menti, oui, effectivement. C'est oui, ça qui est arrivé. Oui, c'est ça qui est arrivé. Puis, plusieurs années plus tard, c'est en 2014, là, ce coup-là. Elle vous a, après avoir dit 2 fois devant les tribunaux qu'elle avait menti, si je comprends bien, elle vous a accusé une nouvelle fois. Et c'est là que ça a dégénéré. Là. Comptez-nous ça. Là. Cette 3e fois qui a fait que vous êtes allé en prison, si je comprends bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le 8 mars 2014, on commençait à faire chambre à part parce que j'avais fait part à madame qu'on se laissait, puis moi, je retournais dans le Nord. OK? Moi, je pensais qu'elle l'avait accepté, puis que c'était correct, on allait se laisser en commun d'accord. Mais il faut croire que non. Puis là, ben moi, j'étais dans la chambre, dans notre chambre d'invité. Je dormais. Puis là, 8 mars, il était proche de 11 heures le soir. Il arrive des lumières dans ma face. Puis à un tel point que j'étais certain que c'était une évasion de domicile. Puis là, j'ai entendu, Monsieur Turbide, levez-vous. On vous met en arrestation pour menace de mort et puis agression et voie de fait sur votre conjointe. Donc, c'était les policiers qui étaient intervenus à votre domicile pour vous arrêter, là? Oui. Là, je rentre dans le char de police. Il m'amène au parc Victoria. Je passe la fin de semaine là. On est vendredi, samedi, dimanche. Et moi, j'ai de la médication pour mon dos à prendre. Puis j'ai des problèmes de vessie puis de prostate. Puis c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Puis là, ça rentre. Je ne sais pas si vous le savez, là, comment que ça marche, là, mais ça rentre la fin de semaine, là, puis ça hurle, ça crie, ça en est quasiment incroyable, ça en est quasiment cauchemardesque. OK? Mais, en tout cas, moi, le lundi, on me réveille, je suis tout les cheveux, je suis pas lavé depuis 3-4 jours, puis on m'amène le lundi matin vers 8 heures vers les 2 enquêteurs. Puis les 2 enquêteurs, ils me posent plein de questions, mais moi, tout ce que j'ai le goût de dire, c'est j'en reviens pas. Là, puis, je ne comprenais pas ce qui se passe. Je comprends absolument rien de ce qui se passe. Fait que là, ils ont essayé de m'interroger, mais je ne comprenais rien, puis je ne comprenais pas. On écoute monsieur. Évidemment, dans le domaine conjugal, il y a des situations où est-ce que... Tu sais, lui, c'est sûr qu'il n'était pas cru. Là. On voit que les gens se disent, ben, un homme, une femme, il y a beaucoup plus de chances que ça soit vrai. Il y a 3 fois des accusations. Il y a ce syndrome de Stockholm. Donc, il y a toute une confusion, mais on voit que lui, ça a vraiment changé sa vie. Et on en vient jusqu'à, justement, on ne l'acquitte pas, mais il y a un arrêt des procédures parce qu'au final, tout ça ne peut pas tenir vu le nombre d'accusations. Comment vous voyez ça, là? Ça reste extrêmement touché, là, en bon français, comme situation, parce qu'effectivement, que le but n'est pas de venir dire aux victimes « on vous croit pas ». Le but n'est pas de venir dire « bien là, toutes les femmes qui font des accusations, on les croit pas, c'est pas vrai ». Par contre, dans la situation de monsieur, effectivement, que l'historique est extrêmement important à prendre en considération. L'historique médical de madame, qui a été soulevé, justement, bon, avant, après les procédures, qui a mené, en fait, à madame à venir avouer là, que c'était un mensonge, là, parce que c'est pas juste qu'on l'a pas cru, c'est qu'elle est venue dire « j'ai menti à la cour, j'ai inventé cette histoire-là, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu quoi que ce soit là, de ce que j'ai accusé monsieur, c'est pas arrivé », d'où le pourquoi, bon, les premières fois, ça l'a tombé. Et parce qu'on se retrouve même dans un processus Absolument. Devant le juge, et l'information qu'on a à cette étape, c'est que ça arrive devant le juge, oui. Elle admet là, que c'est pas vrai. Oui, ça s'est rendu loin, là. Je veux dire, il y a eu procès, il y a eu la... Tu sais, je veux dire, les procédures ont quand même avancé avant que madame dise « écoutez, non, c'est pas vrai, voici ce qui s'est passé, j'ai inventé les événements ». Donc, oui, c'est sûr que pour monsieur, c'était... Ben oui, puis ce qu'on a comme information, s'il ne l'explique pas en détail, mais c'est que la 2e fois, il y aurait un procureur qui aurait, à cause de la condition médicale, aurait laissé tomber les accusations. Mais là, la 4e fois, ça continue. Là. La 3e fois, oui. Oui, désolé, la 3e fois,
Et là, Maître Brassard, dans tout ça, par contre, quelqu'un qui dit devant le tribunal, j'ai pas dit la vérité, comment on interprète ça? Est-ce que c'est un crime, ça? Techniquement parlant, mentir au tribunal, c'est en effet un crime. Non seulement ça, porter des fausses accusations, c'est également un crime. C'est un parjure et un méfait public. OK. Ça arrive... C'est quoi le méfait public, justement? Un méfait public, là, c'est porter des fausses accusations. C'est se rendre au poste de police et aller dire, alors qu'on sait qu'il est faux, mettons, Monsieur Turbide m'a agressé alors qu'elle sait pertinemment que c'est faux. Okay. Là, dans ce cas-là, ce serait un méfait public. Alors qu'un parjure, c'est juste elle qui ment lors d'une déclaration de serment ou lorsqu'elle témoigne. Okay. Et qu'elle a l'intention de. Mais dans de le fond, le tromper. parjure, c'est ce que quelqu'un qui était tu sais, on voit ça au tribunal. Ben oui, exactement. La personne est assermentée, là, plus religieux, mais maintenant c'est Non, sous c'est ça. Maintenant, le c'est serment. juste, déclarez-vous solennellement. Et quelqu'un qui ne dirait pas la vérité et qu'on pourrait le prouver. Là. Parce que c'est quoi la conséquence? Si quelqu'un fait un méfait public, c'est quoi les conséquences? En théorie, là, si des procédures sont intentées, on parle de l'emprisonnement. OK. Donc, il peut y avoir des accusations après contre la personne qui aurait amené ça. Oui, mais pratiquement parlant, à tous les jours, on trouve du monde qui ment sous serment. Et les procureurs ont vraiment d'autres choses à faire que toujours tenter des procédures en parjure. On ne voit pas fréquemment ça. Surtout dans le domaine conjugal, des fois, on avait parlé à la dernière émission, qui est des fois un brouhaha difficile à dire. Parce qu'il faut le dire, on est pro-victime, mais oui, il ne absolument. faut pas se cacher non plus que des fois, il peut y avoir de l'abus de Oui, absolument. Puis souvent, on le voit, là, des fois, c'est parce que c'est arrivé, ça fait longtemps, les dates se mélangent, les faits, c'est beaucoup de la preuve testimoniale en droit familial en général, disons-le comme ça, là. C'est pas nécessairement le cas ici, mais ça reste que les versions sont toujours contradictoires. Ouais. C'est toujours, dans quel détail, qui est le plus crédible, Puis c'est un peu ici, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ils ont trouvé Madame crédible dans son témoignage. On est en cours criminel, bien sûr, là, c'est différent, mais c'est que Madame a été crédible, donc c'est allé loin, là, les procédures pour monsieur. Mais c'est ça, la troisième fois, ça va plus loin. C'est quoi les conséquences si quelqu'un est assigné à témoigner et ment devant un tribunal? Qu'est-ce qui arrive? En fait, ça peut aller jusqu'à l'outrage au tribunal. Donc, on est venu faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire devant la cour, qui est de mentir sous serment. Donc, ça peut aller jusqu'à l'outrage au tribunal. Ça peut même aller jusqu'à, si on est dans des circonstances très, très graves, jusqu'à faire de la prison. Ça peut être une des conséquences possibles, absolument. C'est sûr que ça reste quand même, encore une fois, touché comme situation parce que le but est de venir pour avoir des accusations ou pour montrer qu'on a vraiment menti au tribunal. Il faut qu'on voit qu'on avait l'intention de tromper le tribunal, puis on avait l'intention de venir... Donc, parce que moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est rare. C'est très rare. Des fois, on dit « Ah, il ment », puis des fois, le juge s'en rend compte, le met dans le jugement. Je n'ai pas cru. Bien, c'est ça. Mais c'est ça. Et là, c'est parce qu'on le sait, les juges, c'est des détecteurs à mensonges. Donc, ils ont le droit, ils disent « Dans le jugement, je n'ai pas cru la version, non. » Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un outrage puis qu'il y a eu parjure. Parjure, je pense qu'il faut que ça soit vraiment évident là, qu'il a dit un mensonge, que c'était blanc puis qu'il a dit noir. Qu'il voulait tromper le tribunal. C'est ça le but. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que, peut-être que la personne ne va pas venir révéler l'entièreté de la réalité. Là, rendu là, ça va être son témoignage qui va être beaucoup moins crédible. Sa version peut justement pas être retenue puis il peut perdre. Donc, souvent, c'est ça qu'on va voir le plus souvent. Dans le jugement, comme vous dites, ça va être de dire, j'ai retenu telle version plutôt que l'autre parce que c'est clair que monsieur un tel a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Là. Parce que dans notre cas, au final, on se rend compte qu'il se passe des choses et on en parlera. Là, on va continuer à écouter monsieur, le syndrome de Stockholm, ça peut être ça. On en parlera parce que monsieur, au final, lorsqu'il est déclaré coupable, fait de la prison. Il fait de la prison avant même d'être coupable parce qu'il ne peut pas, il n'a pas l'argent pour une caution, il ne peut pas sortir. Donc, il est en prison avant même d'être condamné. On continue d'écouter M. Turbide. Mais là, une fois que vous êtes arrêté, vous passez devant le juge, je comprends, on vous laisse incarcérer, là, le temps des procédures. Oui, parce que c'était une somme complètement ridicule, une somme que je n'avais pas. Pour une caution. Que le juge a décidé. Et puis,
je voulais pas imposer ça à des membres de ma famille. Fait que, moi, tout en sachant pas qu'est-ce qui allait se passer après, moi, je pensais pas que j'allais rester X mois en prison. Combien de mois vous restez en prison? Je suis sorti le 14 juillet 2014, à peu près. Si ma mémoire est bonne. On parle de combien de mois à peu près? Bon, ben, du 8 mars, allez, 4 mois. OK. 4 mois et un peu plus. Parce que là, vous avez un procès, un troisième procès, et elle témoigne encore. Et cette fois-là, on vous condamne, là. Quand le procès est arrivé, 4 mois plus tard, le juge s'est enviré vers moi en écoutant madame, puis il m'a dit, puis je me rappelle très bien, puis c'est sur le procès verbal, il a dit, voyons donc, cette dame-là est crédible. Puis moi, je savais que c'était des menteries de A à Z. À ce moment, personne ne parle des 2 autres fois qu'elle a avoué avoir menti. Non, personne ne parle. OK. Puis mon avocat s'en revire, mon avocat que j'avais, c'était un avocat qui était comme commis d'office. Je comprends. Là, puis que, il me disait à moi, il s'en revire, puis proche de moi, puis il me dit, parle pas. Hey, parce que si tu parles, laisse-toi accuser. Parce que comme ça, on va pouvoir aller en appel. Moi, là, bon, j'ai pas autre chose à faire que d'y faire confiance. Là. Moi, je connais rien en justice. Ça fait que on se laisse accuser. Puis là, le juge, avant de taper le marteau, il dit, vous avez fait 4 mois, ben, c'est comme, ça équivaut au Du temps préventif. en prévention. Là. Ouais. C'est pas comme être en prison avec des privilèges. Là. Donc, là, vous aviez purgé la peine en prévention. En prévention dans le secteur F, hors Saint-Ville. Et comment ça se passe, justement, en prison, là? Vous vous retrouvez... Ben, là, je me suis ramassé dans une... comment on dit ça? On va dire ça. Wing, L, Ouais. l'aile. Oui, l'aile, il y avait beaucoup de motards. OK. OK? Puis moi, je rentre en prison, ils me mettent là. Ils auraient pu me mettre dans une autre aile où il y a des gars tranquilles parce que. Et là, vous avez peur pour votre sécurité, là? Ben, Parce que j'étais avec des motards. Avec des motards, OK. Puis j'étais avec du monde qui sont. Hey, à peu près une fois par semaine. 3 fois par semaine, là, il y a des gars qui c'est des batailles incroyables, tu sais. Puis moi, j'arrive là, puis je suis supposé être accusé De violence. de sur une violence sur une femme. Fait que, écoutez, en dedans, là, je ne sais pas si vous le savez, en dedans, excusez-moi, en prison, femme. Mhm. ben, ces gars-là, l'ont pas facile, là, tu sais. Fait que moi, là, j'ai marché pendant 4 mois entre les murs puis la peinture, là, puis j'ai fait mon petit bout de chemin, mais je faisais pas de vagues, puis je parlais pas à personne, puis, je revenais pas. Il va passer, il y a des nuits que je dormais pas. Parce que j'avais toujours peur qu'il se passe de quoi. OK. J'étais toujours sur mes gardes. Ah, j'imagine que c'est le stress qui vous arrive quelque chose ou quoi. C'est incroyable. Ouais, je C'est comprends. incroyable de ne pas savoir ce qui t'arrive le lendemain. Puis, c'est ça. Tu sais, puis là, quand le juge m'a condamné, il m'a dit, t'en fait 4 mois, vous faites comme votre tiers qui m'a compté. Puis, il dit, ça équivaut à peu près à 1 an, 12 mois. On vous condamne à 12 mois, mais c'est comme si vous avez fait votre tiers, ça fait qu'on vous libère. On voit que monsieur, bon, tu sais, il est quand même en prison. Absolument. Dans des conditions très difficiles. Il parle de Hells, il est vu comme un agresseur de femmes. Je pense que côté dommages, on est pas mal là parce qu'à ce moment-là, il est en temps préventif. Absolument. Là. Il n'est pas encore condamné à rien, là, ce monsieur-là. Il a fait 4 mois de prison dans des conditions qui me semblent affreuses. Là. Je veux dire, pour quelqu'un, monsieur, c'est pas un criminel aguerri. Là. Je veux dire, c'était la première fois qu'il était emprisonné. Il se ramasse dans des conditions avec les motards. Ça se bagarre, ça crie. Ça, c'est il la dort présomption pas. d'innocence. Tout Ah, ça, c'est vrai. alors C'est que, ça. absolument, il n'a même pas été condamné. Il n'a même pas eu encore droit à un procès où il a pu être entendu, où on a pu entendre la preuve. Et on le met là-dedans. Sachant surtout aussi que monsieur, il a fait autant de prison parce que la caution, je veux dire, c'était un montant qui était trop faramineux pour lui. Là. Donc, c'est même pas parce que, je veux dire, il y avait une possibilité de caution, elle était juste trop haute. Bien, c'est ça, parce qu'on lui demande une caution d'un montant assez important, je pense que c'était 25 000.
On n'a pas le montant exact de la caution, mais ce qu'on comprend, c'est que monsieur n'avait pas les moyens financiers de la payer. Il ne voulait pas quitter de l'argent à sa famille, donc il a décidé de ne pas la payer, de faire son temps. Mais ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'un homme plus riche serait sorti et il n'aurait pas subi le 4 mois de calvaire qu'il a suivi. Ça, c'est assez frappant quand même. Quelqu'un qui a plus d'argent aurait peut-être été libéré. Bon. Mais c'est sûr que la Cour, quand même, a des besoins, parce que comment ça fonctionne, c'est que c'est des garanties. Garantie de ne pas se sauver, de ne pas recommencer, puis de respecter ses engagements. Quand le monétaire, ça fait mal, mais il aurait pu avoir une caution morale aussi. Quelqu'un qui s'engage, je veux dire, pour lui, à dire oui, ce monsieur-là, je vais m'assurer qu'il respecte ses conditions, je vais m'assurer qu'effectivement, il ne refasse rien d'autre ou fasse rien d'autre, là, dans le cas de monsieur qui n'avait pas rien fait au départ. Donc oui, ça peut être une autre sorte de caution. C'est ça. Puis moi, ce que j'ai vu dans d'autres dossiers, c'est qu'il faut tenir compte des capacités financières. Pour certains, 5 000, ça vaut une fortune. Pour d'autres, on le voit avec certaines vedettes là, qui sont accusées, là, c'est pas 25 000, là, c'est 500 000, 100 000, parce que l'argent... Fait que c'est quand même particulier dans ce dossier-là. Puis ça, on va le mettre dans notre preuve à l'effet qu'ils n'ont pas trop donné de chance de pouvoir sortir. En plein ça, parce que Maître Brassard, habituellement, la règle, c'est de libérer durant les procédures. Là. Habituellement, le principe, c'est le principe de la retenue. Donc, si on peut libérer la personne sans qu'elle constitue un danger pour le public, la règle veut qu'on la libère. Donc, qu'est-ce qu'on veut éviter, c'est justement que quelqu'un soit indûment détenu. Et là, qu'est-ce qui est tragique, c'est qu'il a été non seulement détenu une fin de semaine, mais 4 mois. 4 mois avant. Parce que ce que je trouve particulier, parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres émissions, c'est qu'on dit des fois qu'on libère les gens, puis ça prend des bracelets électroniques et des 810, des mandats de paix. Mais dans son cas, ça me semble assez sévère de ne pas lui permettre d'être libéré. Dans son cas, c'est en plein dans l'autre extrême. On ne prend pas de précautions, on le détient tout le long jusqu'à la fin de ses procédures. En fait, c'est qu'on prend trop de précautions. Puis quand on regarde l'historique, tu sais, ce monsieur-là, bon, on peut voir qu'il a été arrêté 2 fois avant, mais par exemple, on voit qu'il n'y a pas eu de condamnation, on voit qu'il n'y a pas eu de suite à tout ça. Donc, c'est comme si monsieur payait le prix peut-être de ces fois-là où il s'est fait arrêter auparavant. Puis là, on dit, bien, on va mettre une caution super haute, on va pas, tu sais, on va pas parce en liberté. Parce qu'à la remise en liberté, on appelle ça l'enquête pour remise en liberté, on aurait pu faire valoir que c'était... Parce que je sais que dans les critères de remise en liberté ou à l'enquête de remise en liberté, on regarde les chances de succès sur le fond là, de l'affaire. Mais avoir été l'avocat, j'aurais soumis, bien écoutez, c'est la 3e fois, il y avait déjà eu, puis madame a des problèmes de santé mentale, donc le risque est peut-être moins élevé qu'au final, ça poursuive. Donc, on aurait pu faire valoir là, ça à cette étape-là, là, pour pas qu'il soit incarcéré avant. Là. Parce que dans son cas, là, je réfléchis, juridique, là, mais c'est un cas d'habitude qu'on va demander qu'il soit libéré, il va signer un 810, puis au pire, un bracelet électronique. Et par la suite, OK, il peut être déclaré coupable, comme il est arrivé, mais on ne le mettra pas en prison avant qu'il ait subi son appel. Donc, cette personne-là, ce qu'on se rend compte, c'est que théoriquement, il aurait pu ne pas faire cette prison-là. Absolument. Il aurait pu ne pas la faire. Puis je veux dire, c'est ce qui aurait dû avoir lieu parce que je veux dire, monsieur, 4 mois là, de prison dans des circonstances comme ça, alors qu'il n'y a pas de condamnation, alors que l'historique qu'il y a, c'est que madame a menti auparavant. Je veux dire, c'est terrible. Ben oui. Puis dans notre cas, parce que monsieur vient nous voir, on ne le cache pas, il veut prendre des procédures, il veut obtenir justice parce que lui, ce qu'il dit, c'est comme un stigmate, on va en parler plus tard, là, qu'il a, il veut des procédures. Mais là, qui on poursuit là-dedans? Comment on peut... On pourrait poursuivre le DPCP, mais ça, je l'avertis d'avance, c'est très difficile. Ça prend... Les procureurs bénéficient d'une immunité relative. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut établir non seulement que le procureur a eu tort de poursuivre, mais qu'il l'a fait de façon malveillante. Il a utilisé les pouvoirs de la couronne pour poursuivre des accusations criminelles dans un but illégitime. Okay. Donc c'est très sévère. Il faut comme un juge
a une immunité totale, mais lui, la couronne a l'immunité. Dans le fond, il faut qu'il y ait des convictions de porter des accusations. Et s'il y a cette conviction-là, ce n'est pas une faute là, qu'on peut y Non, reprocher. mais comme je dis, c'est malveillant. C'est rarissime là, OK. qu'on voit ça. Puis la police, là, Ouais. qui semble pas avoir vérifié les antécédents de madame, qui est arrivée, qui a débarqué comme dans un film, est-ce qu'elle peut commettre une faute? Il y aurait peut-être matière à regarder si la police a fait son travail d'enquête, s'il n'y a pas une faute quelque part. OK. Mais là, avec les détails de l'affaire... Parce que la police, c'est pas comme la couronne qu'on appelle. La police, si elle commet une faute, on peut la poursuivre. Là. Oui. Si elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Exactement. Non, c'est ça. Il y a quand même un certain degré d'enquête qu'il faut qu'ils fassent, là, je veux dire, avant d'arrêter la personne, avant d'aller plus loin dans les procédures. Donc, oui, leur responsabilité à ce niveau-là est un peu plus élevée. Effectivement, que, bon, poursuivre les procureurs, c'est un peu plus. C'est plus dur parce que moi, je vous le dis, au Québec, le seul dossier qui a réussi contre un procureur, c'est l'histoire de Benoît Proulx. Benoît Proulx, c'est un animateur radio. Il y avait eu un meurtre. C'est ça, c'est allé jusqu'en Cour suprême. Il y avait eu une poursuite contre l'enquêteur qui, par la suite, a conseillé à un procureur de poursuivre M. Proulx, malgré cette poursuite-là, parce qu'on avait trouvé un nouveau témoin. Donc, histoire qu'on voyait très bien la malveillance. Et dans notre cas, bien là, c'est ça. Peut-être, est-ce qu'on s'est retrouvé avec une procureure qui voulait trop, qui voulait là, que ça procède? C'est ça qu'on va vérifier. C'est ce qui va être analysé, parce que je veux dire, pour qu'ils puissent aussi faire leur travail, il faut quand même leur donner un minimum de lousse. Donc, ça va être à regarder, c'est certain. Non, il ne faut pas qu'ils en abusent. Ouais. Ben non, ça, c'est certain. On va évaluer ça, à savoir qui est responsable là-dedans. Mais évidemment... Monsieur, pour lui, là, c'est un... il dit, là, c'est sa famille, c'est un stigmate. Maintenant, en quelque part, monsieur, au final, théoriquement, n'a rien fait. Ah non. On va l'écouter un peu plus là-dessus, sur ce qui s'est passé en appel. Puis là, ils me disent, à partir de telle date, il va falloir que tu ailles voir un agent de probation. Puis là, je vais voir... probation, là. Puis l'agent de probation, je vais la voir. Puis, j'arrête pas de dire, madame, je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable, puis je vais vous le prouver. Puis je vais vous le prouver que je n'ai pas d'affaire d'être ici. Puis moi, j'ai dit, madame, un jour, vous allez voir, je vais avoir, la vérité va sortir. Puis comme de fait, moi, j'ai entamé des procédures avec l'avocat que j'avais à l'époque. Puis cet avocat-là, bien, il est allé en appel. Là, oui, mais on ne va pas en appel qui veut. Il faut que l'appel soit accepté. Permission. Ouais. Puis là, l'appel a été accepté parce qu'on avait matière à aller en appel. Bon, bien ça a pris un mois, mais pour arriver devant un juge, les 3 juges de la Cour d'appel, ça a pris 3 ans. Bien, je veux dire, suite à ça, par contre, vous, en appel, vous gagnez, là. Vous êtes, on ordonne un nouveau procès. Et par la suite, là, on vous acquitte. Là. Il y a 2 juges sur 3, dont une femme, qui m'ont dit « On vous acquitte, vous êtes acquitté. Okay? » Donc, au final, dans le dossier, vous êtes acquitté. Comment qu'on se sent une fois qu'on a été accusé à tort, on est acquitté? Bien, j'ai passé, je vais vous dire, on sent avoir conquis. Après toute la bataille juridique que ça faisait 3 ans que je menais, on se sent comme un gars qui a escaladé l'Everest. On sent aussi où qu'on a gagné la Coupe Stanley. Je veux dire, j'ai été sur un nuage pendant plusieurs semaines. Mais vous, en tant que personne, après avoir vécu ça, des accusations à tort, comment vous vous êtes senti par rapport à ça? Là? Comment on se sent quand on est accusé à tort? On se sent pas mal, la vérité, c'est qu'on sent rejet. Même certains membres de ma famille élargie ne m'ont plus jamais reparlé. Puis de ma famille proche, on recommençait à me parler, mais tu sais, il y en a même qui m'ont dit il n'y a pas de fumée sans feu, tu sais, puis ça fait que, tu sais, mais on sent de la merde. Vous avez vécu une injustice que vous payez le prix encore? Oui. Personnellement, moi, ça a détruit ma vie. Ça a détruit ma réputation auprès de ma famille, auprès de certains membres de ma famille élargie et puis de mes futurs employeurs. Je peux vous dire que
ça a été fini. Ma vie n'a plus jamais été pareille. Moi, j'ai eu une vie avant 8 mars 2014, puis j'ai eu une vie avant, puis j'ai eu une vie après. C'est pas compliqué, c'est ça que ça a fait. Bon, comme je disais plus tôt, c'est quand même particulier parce qu'on dit, bon, il aurait peut-être pu éviter le calvaire de la prison qu'il y a eu, mais au final, si on regarde ça froidement, juridiquement parlant, il se fait accuser 3 fois. Une fois, il va en prison et il est quand même, au final, il se passe de quoi en cour d'appel? En lien avec le dossier de madame, psychiatrique, il fallait permettre à l'avocat, en première instance, de poser des questions. Il fallait tenir compte de son état mental. Ouais. Parce que c'est le gros, en fait, du dossier, là, ce dossier de troubles de santé mentale-là que madame a. Je veux dire, à chaque instance, à chaque fois où monsieur a dû aller à la cour, où il y a eu des poursuites contre lui, c'est ce qui est ressorti, puis c'est le fait que madame, justement, avait des antécédents de troubles de santé mentale, où là, justement, était portée à mentir, était portée à, même le menacer avec des objets. Donc, c'est le gros là, de dire, écoutez, il faut qu'on puisse interroger madame, il faut qu'on puisse avoir accès à cette historique-là qu'elle a pour pouvoir voir, OK, est-ce que ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est plus crédible que les fois d'avant? Est-ce que là, c'est vraiment arrivé? Donc oui, absolument que le gros de la preuve était, selon moi, parce que c'est ça, c'est ce qu'on se rend compte. C'est pour ça qu'au final, cet homme-là n'a plus aucune... Il n'y a pas de casier lié à ça, parce qu'il y avait un poids qui pouvait jouer dans la balance. Et tellement qu'on se rend compte qu'au final, la couronne et le DPCP, appelez-le comme vous voulez, n'a pas... Dans le fond, ce qui arrive avec monsieur, c'est qu'on dit qu'on aurait dû tenir compte de ça et on ordonne un nouveau procès, mais là, la couronne arrête les procédures. Ce qui est dommage avec tout ça, c'est que cette erreur-là a causé l'une des plus grosses aversions en droit criminel, c'est de punir quelqu'un de moralement innocent. C'est une haute inversion en droit criminel. On préfère, comme vous avez dit, laisser libre 10 personnes coupables que d'en punir une innocente. Et là, en l'occurrence, c'est ça qui s'est passé. C'est ça. Puis dans notre recours, c'est là-dessus qu'on va aller. Là. On va demander des dommages parce que monsieur, il veut quelque chose qui dit « je ne l'ai pas fait » et le système n'aurait pas dû me condamner. Mais à ce sujet-là, on va élargir encore le sujet. Puis c'est bien dit, Maître Brassard, parce qu'il y a eu des cas, je pense à Jolivet, là, c'est un cas célèbre. Lui, c'est 30 ans en prison pour être libéré. Là. Absolument. Ça doit être, tu sais, je veux dire, moi, je suis tout le temps... Puis d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de santé mentale. C'est pas parce que quelqu'un a une santé mentale qui n'est pas crue, mais c'est quand ça a un poids dans le dossier, une différence. Mais quelqu'un, justement, qui est accusé comme ça, puis qui fait de la prison 30 ans, exemple, c'est pour ça que notre système est aussi sévère que le hors de tout doute raisonnable. Un innocent emprisonné, ça vaut de quoi? Oui, absolument. Puis c'est le but aussi du recours, c'est de dire il faut qu'il y ait une compensation pour ce temps-là. Puis, là, je veux dire, monsieur, ça a affecté sa vie en entier. Là. Je veux dire, lui, il a fait 4 mois de prison aux côtés de criminels endurcis, là, alors que lui, il était comme « qu'est-ce que je fais ici, moi, à tous les jours? » Je ne comprends pas. Ça a eu des impacts énormes sur sa famille. Il a bien témoigné à cet effet-là, à l'effet que, je veux dire, ça reste que la famille le regarde différemment. Il ne veut pas les achaler avec de l'argent parce que, bon, il ne veut pas non plus empirer la situation. Ce stigma-là reste autour de lui. Tu sais, l'histoire de « il n'y a pas de fumée sans feu ». Les gens sont toujours « ouais, mais OK, au final, le système, il n'est pas reconnu coupable ». Mais peut-être que c'est ça qui détruit cet homme-là. Absolument. Il reste blessé par la cicatrice qu'a laissé tout le système sur lui. Et non seulement le système, mais tout son cercle social revient à douter de son intégrité et quel type de personne qu'il est. Ça n'a pas de chiffre. C'est des dommages. Parce que même à plus petite envergure, on a vu le dossier à Montréal, de Camara, rappelez-vous, c'est un individu qui se fait arrêter. C'était pas la bonne personne. Et il passe, je pense, 6 jours en prison. Puis déjà là, en tout cas, ça s'est réglé hors cours. Il y a un montant qui est donné pour ça, parce qu'on a été carcéral. Mais je pense que dans notre dossier, ça va être plus complexe, parce qu'à cause de l'histoire de violence conjugale, on veut tellement la combattre, la violence conjugale, mais il y a des cas, des fois, il faut être prudent, parce que le balancier, des fois, on veut combattre ça, mais des fois, le balancier, il ne faut surtout pas
accuser des gens qui n'auraient pas fait Absolument. le geste. Bon. Fait que dans ce dossier-là, évidemment, on va évaluer toute la jurisprudence. On va évaluer parce que monsieur veut prendre des procédures, si on peut l'aider et prendre des procédures. Oui. Parce que c'est sûr que je pense qu'en surface, on va enquêter un peu plus, mais il y a de quoi qui cloche. Il y a une compensation qui devrait lui être. Pour être oui. possible. Bon, bien, merci de votre aide. On va regarder ça dans la vraie vie, savoir qu'est-ce que le cabinet peut faire. Donc, à la maison, si vous vivez une situation, une injustice, on veut vous entendre, écrivez-nous info@lafirme.tv ou sur notre boîte vocale confidentielle qu'on retrouve au bas de l'écran. Vous pouvez nous expliquer votre histoire. On veut vous aider. Pour notre part, on se retrouve à une prochaine.